Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée et à la compréhension des dynamiques internationales contemporaines. Aujourd'hui, nous proposons un éclairage structuré sur les propos de Franklin Nyamsi, consacré aux relations entre l'Afrique et la Russie dans un contexte multipolaire en évolution. À travers une approche factuelle et analytique, cette intervention met en perspective les logiques stratégiques, les intérêts institutionnels et les cadres de coopération évoqués. L'objectif est d'offrir des clés de lecture claires, sans interprétation excessive, afin de mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels et les positionnements des acteurs concernés dans un environnement international en recomposition. La Russie ne vient pas en Afrique pour la beauté des yeux des Africains. Elle ne vient pas pour la beauté de l'Afrique. Elle ne vient pas pour contempler l'Afrique. Et j'aime cela. Je ne veux pas être de ceux qui vont encourager les Africains à être flattés, à l'idée qu'on les aime. On les aime tellement. Non. La quatrième leçon qu'il faut tirer, c'est que la Russie vient en Afrique parce que la souveraineté africaine est un élément essentiel de la souveraineté russe. Je recommence. C'est une idée très subtile qu'il faut maîtriser sur le plan géopolitique. Les Russes ont compris que l'Afrique étant le continent le plus riche en matières premières, si ce continent reste sous le contrôle de l'Occident, les richesses africaines serviront à les écraser en Eurasie. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son grand livre par le géopoliticien et diplomate de renom américain, Zbigniew Brzezinski. Je vous invite à lire son livre intitulé Le Grand Échiquier. Brzezinski dit que pour les États-Unis, d'ailleurs comme pour la Russie ou pour la Chine, le contrôle du Sud global est une condition pour la victoire sur le front eurasiatique. Il y a un grand duel sur le continent eurasiatique, le duel entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, pour utiliser les termes de l'ancienne guerre froide. Mais chacun de ces blocs a besoin d'un appui en ressources, d'un appui en soutien démographique, d'un appui en relations diplomatiques, d'un appui en lobbying international. Donc, l'Afrique est pour eux un enjeu essentiel. Car en fait, si l'un de ces blocs venait à contrôler l'Afrique, il aurait la puissance nécessaire pour écraser l'autre. Seulement, la Russie ne part pas dans l'idée de vouloir contrôler l'Afrique, mais d'être partenaire d'une Afrique souveraine. D'être partenaire d'une Afrique souveraine. Et c'est là qu'elle fait une différence avec l'Occident. Elle veut être partenaire d'une Afrique souveraine parce que le partenariat engendre une solidarité géopolitique plus durable que la domination, l'hégémonie. Le modèle hégémonique est un modèle qui n'est pas durable. Voilà pourquoi les Africains sont révoltés contre les Occidentaux. Les gens parlent de sentiments anti-français, etc. Mais c'est basé simplement sur des faits. Vous ne pouvez pas voir commercialiser des êtres humains pendant 300 ans. Ensuite, vous les barbarisez, vous les terrorisez par les crimes coloniaux, les crimes de guerre. À peine ils s'en relèvent, vous installez un système néocolonial, vous les massacrez, vous les déportez, vous les pillez, vous les maintenez sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire. À un moment donné, il va y avoir une réaction, une réplique, une résistance. Les Russes ont compris qu'il ne faut pas commencer une telle relation avec les Africains. Parce que cela signifie qu'il faudrait une révolution africaine anti-russe. Comme aujourd'hui, on a une révolution anticolonialiste, anti-néocolonialiste, anti-impérialiste, le panafricanisme du XXIe siècle africain. Donc, c'est sur la base d'une vision théorique intellectuelle extrêmement pertinente qu'ils choisissent le modèle de la coopération multipolaire. La coopération multipolaire. Ça veut dire quoi? La Russie, c'est un État-continent. La Russie n'a pas besoin de nous occuper et de nous dominer. Mais la Russie a besoin que nous constituions des entités politiques assez fortes et que nous soyons ses amis en Afrique. De telle façon qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous pour empêcher l'Occident de l'écraser, elle. Pour empêcher quelque puissance que ce soit de l'écraser en s'appuyant sur nos ressources. Donc c'est pour se protéger que la Russie veut renforcer les capacités africaines. Elle a doublement compris qu'il vaut mieux que l'Afrique soit souveraine pour que l'amitié avec l'Afrique soit une amitié durable. Car il n'y a d'amitié qu'entre égaux. Mais de l'autre côté, elle a bien compris qu'il ne faut surtout pas laisser l'Occident dominer l'Afrique. Parce que le jour où l'Occident contrôle complètement l'Afrique, les ressources africaines serviront à écraser la Russie. Voilà ce que j'appelle les Africains à apprécier. Les Russes sont là sur la base d'un calcul rationnel, d'un raisonnement logique.
d'un raisonnement moral et politique, et bien sûr d'un raisonnement idéologique, puisqu'ils sont liés aux luttes anticolonialistes et anti-impérialistes africaines du XXe siècle. Eh bien, ils s'appuient sur cet inconscient positif, cette mémoire positive de lutte commune, de résistance commune. Ils s'appuient là-dessus pour construire, eh bien, leurs intérêts. La Russie vient en Afrique pour ses intérêts à elle, mais des intérêts bien compris, car il y a deux manières de comprendre les intérêts. La manière hégémonique et la manière partenariale. Les Russes s'efforcent de développer une compréhension partenariale de leurs intérêts vitaux. Alors que les hégémonistes occidentaux sont restés dans la logique de nous écraser, nous dominer, nous imposer en permanence leur monnaie, nous imposer leurs théories, leurs idéologies, nous imposer leurs bases militaires, tout nous imposer. Voilà les raisons pour lesquelles j'estime que la dernière tournée de M. Lavrov en Afrique est un succès. Car en fait, c'est dans la modestie que la grandeur, c'est dans l'humilité que la grandeur, sous sa forme morale, s'affirme. L'attitude de la puissance russe en Afrique est celle d'une grande puissance qui sait faire preuve d'humilité. L'analyse proposée par Franklin Nyamsi s'inscrit dans une tradition intellectuelle qui privilégie la compréhension des relations internationales par le prisme des intérêts structurants, des équilibres de long terme et des choix rationnels des États. Loin de toute approche affective ou personnalisée, son propos invite à examiner la relation entre la Russie et l'Afrique comme une interaction stratégique, façonnée par des dynamiques historiques, économiques et diplomatiques qui dépassent les perceptions immédiates. Dès les premières minutes, son discours établit un principe fondamental: dans les relations entre États, l'essentiel ne réside ni dans la flatterie ni dans la recherche de reconnaissance symbolique, mais dans la convergence d'intérêts clairement identifiés. Cette grille de lecture, classique en géopolitique, permet selon lui d'éviter les interprétations simplificatrices et d'analyser avec lucidité la place du continent africain dans un environnement international de plus en plus structuré autour de plusieurs pôles d'influence. Dans ce contexte, l'Afrique apparaît comme un espace central des équilibres mondiaux contemporains. Son poids démographique, ses ressources naturelles, ses marchés émergents et son rôle diplomatique croissant confèrent au continent une importance stratégique reconnue par l'ensemble des grandes puissances. Franklin Nyamsi souligne que cette centralité explique l'intensification des initiatives diplomatiques, économiques et institutionnelles observées ces dernières années, dans un monde marqué par la diversification des centres de décision. L'un des axes majeurs de son analyse repose sur la notion de souveraineté africaine. Celle-ci est présentée non comme un slogan, mais comme une condition structurelle de relations durables et équilibrées. Selon cette lecture, la Russie privilégierait des partenariats avec des États africains capables de définir leurs propres priorités, de consolider leurs institutions et d'assumer une autonomie décisionnelle réelle. Cette orientation serait motivée par la recherche de relations stables, fondées sur la prévisibilité, la confiance et la continuité. Franklin Nyamsi replace cette approche dans une perspective historique plus large. Il rappelle que les trajectoires politiques du continent africain, marquées par des phases de domination extérieure puis par des processus d'affirmation progressive, continuent d'influencer les représentations actuelles. Les mémoires collectives, les expériences institutionnelles passées et les aspirations contemporaines forment un socle sur lequel se construisent les relations internationales actuelles. Cette profondeur historique explique, selon lui, l'importance accordée aujourd'hui aux notions de respect mutuel et d'égalité entre partenaires. L'analyse convoque également les travaux de penseurs majeurs de la géopolitique mondiale, dont certains ont mis en lumière le rôle du Sud global dans les équilibres eurasiatiques. Ces références intellectuelles permettent de comprendre pourquoi l'Afrique est perçue comme un espace clé dans les stratégies globales, non pas comme un objet de rivalité, mais comme un acteur dont les choix peuvent influencer durablement les rapports de force internationaux. Dans cette perspective, Franklin Nyamsi insiste sur la différence entre deux modèles d'interaction internationale. Le premier repose sur une logique de prééminence, souvent caractérisée par des rapports asymétriques et une forte dépendance structurelle. Le second privilégie une approche partenariale, fondée sur la reconnaissance des intérêts réciproques et sur la construction d'avantages partagés. Selon lui, la Russie s'inscrirait davantage dans cette seconde logique, considérant qu'une relation équilibrée offre une stabilité plus durable qu'un rapport déséquilibré. Cette vision met en avant l'idée selon laquelle des partenaires autonomes constituent des alliés plus fiables à long terme. Une Afrique institutionnellement solide, économiquement structurée et diplomatiquement affirmée serait en mesure de nouer des coopérations durables, fondées sur des engagements clairs et sur une compréhension mutuelle des enjeux. Cette approche, souligne-t-il,
repose sur une rationalité stratégique autant que sur une lecture morale des relations internationales. L'évocation des tournées diplomatiques récentes de responsables russes en Afrique s'inscrit dans cette logique. Elles sont interprétées comme des signaux de dialogue, de reconnaissance mutuelle et de recherche de convergence, plutôt que comme des démarches unilatérales. L'accent est mis sur la sobriété institutionnelle, la continuité des échanges et la volonté de s'inscrire dans le temps long, éléments essentiels pour établir des relations de confiance. Au-delà du cas spécifique de la Russie, cette analyse ouvre une réflexion plus large sur la place de l'Afrique dans le monde multipolaire en construction. Elle invite les décideurs africains, les universitaires et les citoyens à penser les partenariats internationaux avec discernement, en évaluant les bénéfices à long terme, la compatibilité institutionnelle et la capacité à préserver les priorités nationales. Le propos se conclut sur une note constructive et tournée vers l'avenir. Franklin Nyamsi suggère que le continent africain dispose aujourd'hui d'une opportunité historique, celle de transformer son importance stratégique en levier de développement, de stabilité institutionnelle et de rayonnement international. Cette transformation suppose une vision claire, une maîtrise des enjeux globaux et une capacité à dialoguer d'égal à égal avec l'ensemble des partenaires internationaux. Comme le rappelle un proverbe africain, quand les racines sont profondes, le vent n'a pas de prise. C'est dans la solidité de ses institutions, la clarté de ses choix et la constance de sa vision que l'Afrique pourra inscrire ses partenariats dans la durée et contribuer pleinement à l'équilibre du monde de demain.